Hello chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever. Me voici sur le point de clôturer la saga Bubble Fever Around Cambodia avec cette dernière vidéo sur le magnifique terroir Khmer. Mais avant d'aller plus loin, abonne-toi à notre chaîne pour retrouver mes futures vidéos dédiées au Bubble Tea, mes capsules business, mes vlogs bouffe et voyage bien entendu. Petit rappel également, sache que j'accompagne mon équipe, les Bubble Fever académiciens, grâce à mes formations et mes coachings pour leur permettre de concrétiser leurs rêves, ouvrir un Bubble Tea bar qui leur ressemble et qui soit rentable. Pour retrouver tout mon contenu lié à mon coaching et ma formation, clique sur le lien juste ici. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent parce que vous êtes déjà maintenant plus de 2000 personnes à me suivre avec ma team autour de mes différentes thématiques et cela me touche très fort. Donc encore un grand merci. On revient maintenant sur notre dernière vidéo dédiée au Cambodge. Ce voyage de 3 semaines nous a permis de voir l'exceptionnelle diversité de la faune et de la flore du Cambodge. Ce pays regorge de trésors comme le café de Mondulkiri, les noix de cajou, les poissons, le poivre de compote, les crabes de kep, le sucre de palme, les manguiers, enfin je te passe encore d'autres spécialités de ce terroir khmer. Mais alors, quelle frustration pour moi. Je ne pouvais pas tout explorer et vous partager tous ces trésors locaux parce qu'il aurait clairement fallu plus de temps. 2 semaines, je dirais même 2 mois, pour arriver à faire le tour de toutes ces richesses locales. Du coup, j'ai décidé de revenir sur l'ensemble des cultures, mais aussi des découvertes qui m'ont fortement marqué durant ce séjour. Donc voici dans la région limitrophe de la frontière de la Thaïlande, donc on est un peu plus en hauteur comme j'expliquais, et ici il y a effectivement plein de choses qui sont cultivées parce que c'est une terre qui est du coup très riche. Tu vois juste derrière moi, il y a une bananeraie. Je me devais de faire cette capture vidéo juste là. J'ai tellement kiffé, donc c'est clairement un petit clin d'œil à mon vlog Journal d'une banane, mais aussi du fait que je suis vraiment fan de toutes les variétés de bananes. Il était obligé pour moi de vous parler du bananier du Cambodge, qui est une plante de toute première importance. Il peut être cultivé dans de vastes bananeraies, mais aussi dans les villages, à proximité des maisons ou même dans les jardins des maisons de ville. Les variétés disponibles sont nombreuses, depuis la célèbre banane œuf de poule, que j'appelle banane ventre rond, et qui en cambodgien on le dit, c'est Chek Pong Moan, que j'adore manger nature, mais aussi préparer en dessert beignet banane ou gâteau de riz à la banane, c'est vraiment une tuerie. Je pense que c'est un peu le fruit national du Cambodge, hein. Franchement on le retrouve de tellement de manières. On retrouve aussi la version banane plantain, donc Chek Krop, qui est comment dire, avec banane à pépins comme ils l'appellent, qui est un peu l'équivalent, ce que je vous disais, de la banane plantain des Antilles ou de l'Afrique du Nord, qui est vraiment utilisée en cuisine khmer comme un petit légume qu'on fait frire. Et vraiment les grandes feuilles des bananiers sont elles utilisées fréquemment comme matériau d'emballage. On confectionne de petits récipients de cuisson de toutes formes et de toutes tailles. C'est vraiment assez distinctif. Tu as vu à quel point j'ai pu me régaler de ces différentes spécialités autour de la banane. Alors, l'autre curiosité que j'ai beaucoup appréciée et qui m'a fait retomber en enfance, ce sont les oranges vertes à boire. Juste pour expliquer ces oranges-là, ces oranges vertes, et c'est toute mon enfance. Mon papa, il a acheté ces oranges-là à Paris Store et à ton frère dans le 13. Et ce qui se passe, c'est que tu la manges comment? C'est un truc que tu manges pas en ouvrant en quartier, tu fais un trou au milieu. Et en fait, tu la creuses et tout, et tu bois directement sur l'écorce de l'orange. On met un peu de sel. Aussi, des fois tu mets un peu de sel. Mon père il mettait du sucre parce qu'il savait qu'avec le sel je prenais pas. Mais c'est grave, trop bon. Je suis retombée là-dessus dans les marchés en fait de Pursat justement, qui est du coup la ville où il y a une grande variété justement spéciale d'oranges. C'est vrai que ça interpelle parce que nous ici en Occident, on se rend compte que cette couleur orange, c'est vraiment quelque chose qui est une représentation de ce que nous faisons. Dans la majorité en fait des grandes plantations en fait mondiales, il ne pousse en réalité que des oranges vertes. Ouais. Les oranges vertes, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Bah oui. C'est les oranges de Prostate. Donc voici une petite... alors c'est pas une découverte pour moi, mais c'est des oranges vertes. Alors c'est assez particulier pour les manger et je vais te montrer comment ça se passe. Ce que je vais faire, c'est qu'il faut en fait éplucher totalement l'orange. Et le but, c'est de retirer toute l'écorce. Tu retires toute l'écorce et ensuite, une fois que tu as retiré toute l'écorce tout le long, tu peux en fait t'amuser à faire un petit trou au-dessus. Enfin d'abord, avant de faire le trou, c'est d'abord de ramollir l'orange. Donc comme un citron, comme je te montre en fait dans plusieurs vidéos YouTube, tu la presses pour pouvoir en fait avoir un maximum de jus. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster. Donc le but, c'est pas de retirer toute la chair. Donc
Là, j'ai pas de planche, donc je te montre en fait de près. Faites attention, faut pas se blesser. Le mieux en fait, c'est d'ouvrir comme ça, tout le long. Ah, je vous montre, hein. C'est d'ouvrir comme ça. Là, tu vois, t'as le cœur, voilà. C'est d'ouvrir comme ça tout le long. Faire un petit trou, un petit orifice. Donc moi, je vais le poser à plat pour pas faire de bêtises. Je vous montre. Donc j'incline un peu le couteau. Toute mon enfance. Trop bon. Et voilà, j'ai ouvert. T'as vu? Tac. Je fais un petit bouchon. Tac. Et voilà. Et ensuite, pour faciliter en fait la dispersion et la pression du jus, et ben en fait tu recoupes à l'intérieur. Nickel. Les voilà les petits monstres. Vas-y, goûte. Goûte d'abord. Voilà. Ah, joli. Et voilà. Et le but c'est que tu presses comme ça. Tu presses au fur et à mesure. Les fruits en fait qu'on commercialise chez nous viennent principalement du sud de l'Europe, donc Espagne, Italie, Portugal. Et en automne, ils y mûrissent par des températures relativement basses. Et c'est uniquement en raison de cet environnement froid que l'orange prend cette superbe couleur lumineuse que nous connaissons. En revanche, si l'orange mûrit par des températures plus élevées, comme c'est le cas dans les régions tropicales dont la chaleur est constante, et bien leur écorce, elle reste vert jaune et ne se colore pas. Je sais pas si je vous ai appris quelque chose, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça incroyable. J'ai eu la chance, en faisant notre petit road trip vers la frontière thaïlandaise, on est tombé en fait sur plein de champs de manioc qui foisonnaient dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'était drôle de voir que ça avait la forme d'un petit arbuste et puis c'était aussi super cool de voir comment c'était récolté. Et oui, nous voici ici à côté de champs de plantation de manioc parce que ici ne pousse que finalement que des choses facilement cultivables en altitude. Donc le manioc, les cannes à sucre. Tout le reste est plus difficile entre guillemets à développer et tu vois qu'effectivement la montagne qui se trouve juste derrière moi, donc c'est l'une des plus grandes montagnes du Cambodge. Donc c'est parti pour la suite de l'exploration. Le nom de la montagne donc c'est Phnom Tom Poa. Alors Tom qui semble être la diversité de différentes couleurs qui se trouvent dans la montagne et Poa qui veut dire en fait la couleur en cambodgien. Donc parce que Poa je connaissais le mot. Mais je connaissais pas la coloration Tom qui semble être. C'est les. Il va dire que c'est une couleur mûre. Ah, ouais. Bah tu vois. Ah, Tom. Ah bah oui, mûr, mature. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà. Là tu vois, ça va bien. C'est bon, on y arrive. Alors là, on est en train de voir, ils sont en train de récolter du manioc. Donc on va poser la question aux personnes qui travaillent la terre agricole ici et voir comment ça se passe. C'est parti. Pour la petite histoire, le manioc est originaire d'Amérique du Sud et plus particulièrement de la région sud-ouest du bassin amazonien. Donc c'est un arbuste qui est vivace et qui est largement cultivé comme plante annuelle dans les régions tropicales pour sa racine qui est tubérisée et qui est riche en amidon. Donc le terme manioc désigne d'ailleurs un truc que je ne savais pas. Ça désigne à la fois la plante comme la racine, comme le fécule qui en est extrait. Donc on le consomme vraiment pour les propriétés de cette racine qui est vraiment très riche en glucides et qui est sans gluten. Petit clin d'œil pour mes chers Pebble académiciens pour qui j'insiste effectivement sur cette particularité. Donc c'est vraiment très intéressant de voir aussi que la feuille en réalité elle est largement aussi consommée dans les continents africains, asiatiques et aussi dans le nord du Brésil. Il y a une vraie différence dans la manière dont la farine de manioc, la farine de tapioca du coup est travaillée. Donc c'est vrai que la farine de tapioca lorsque vous la trouvez dans les pays africains ou en Amérique du Sud, elle aura plutôt une forme plutôt grossière avec des grains assez épais et on va être très loin en fait de la farine telle qu'on peut l'avoir avec la farine de blé. Tandis qu'en Asie, il y a une particularité, c'est qu'on la travaille vraiment beaucoup plus finement dans notre cuisine et donc du coup, elle va pas avoir une couleur jaune vif comme en Afrique ou en Amérique latine. Elle va vraiment avoir une couleur bien blanche. Voilà pour la petite info. C'est du manioc, ça vient d'être sorti de la terre et donc du coup, une fois que c'est en fait retiré, ils coupent directement avec la machine et là elle est sombre parce qu'en fait ils ont tout simplement ça vient de sortir de terre donc c'est effectivement sale, c'est bourré de terre donc ils vont tout en fait retirer, nettoyer, éplucher et donc il va suivre plusieurs étapes pour en fait le moudre et en faire de la farine. Donc Saomi c'est en fait la farine de tapioca. Et où l'usine? Pour du Việt Nam. Ah, ils envoient au Vietnam. Đặc từ Việt Nam. Ah, le truc là.
Donc comment font en fait les personnes qui cultivent ici cet aliment? Enfin, c'est que du coup ils le cultivent, ils le préparent pour l'étape ultime en fait de raffinement de la farine et ils l'expédient directement au Vietnam ou à Thaïlande. Chichi elle est fascinée, elle est trop heureuse. Du maïs rouge, en khmer on dit pot kohom. Donc le maïs clairement, littéralement rouge. Chichi en fait en français c'est mélisse. Et moi en fait quand j'étais petite, quand elle était petite j'aimais bien l'appeler maïs parce qu'elle adorait le maïs. C'est du maïs jaune en fait, c'est pas du maïs rouge. Ah on vient de comprendre. En fait on comprenait pas mais c'est simplement que c'est du maïs jaune qui est laissé sécher au soleil et c'est pour ça qu'il devient rouge. Et c'est pour en faire de la farine, donc on le dessèche comme ça, à l'air libre. Voilà. Ça devient orange, voilà, c'est ça. Bon, on apprend des choses toujours. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Et c'est pour faire de la farine de maïs. Le riz ka malay, le riz parfumé un peu façon jasmin, parce que malay c'est vraiment la fleur de jasmin. Faut quand même expliquer que le riz représente vraiment la première culture au Cambodge. En 2005, la production était de près de 4 millions de tonnes, donc c'est un truc de dingue. Donc en vrai, c'est plusieurs variétés sous cette appellation. Mais en vérité, il faut clairement se dire que c'est vraiment des variétés très très proches, même de la variété riz thaï. Donc franchement, en bouche, c'est très difficile de distinguer la différence. C'est une variété qui est surtout cultivée au sud du Cambodge, dans la province de Putisat, mais aussi dans la province de Battambang. Et sa culture a vraiment augmenté et explosé grâce aux campagnes de promotion à l'exportation, dont ce riz cambodgien a fait l'objet. Je vous invite d'ailleurs à jeter un petit coup d'œil à notre petit reportage sur cet or blanc du Cambodge. Ce qui est vraiment apaisant, c'est vraiment ces rizières d'un vert vif, frais, jeune et pétillant. Enfin, c'est incroyable, mais c'est vraiment des paysages qui m'ont apaisé. Et c'est vrai que pour moi, ça m'a beaucoup marqué de voir aussi tous ces buffles paisibles tout autour brouter. C'était juste incroyable. Donc vraiment, c'est quelque chose à faire. En tout cas, en Asie du Sud-Est, c'est pas que au Cambodge, bien sûr. J'affectionne le Cambodge, vous avez compris, mais vraiment, vous allez pouvoir retrouver ces rizières partout dans l'Asie du Sud-Est et c'est vraiment quelque chose à faire. Alors, je reviens aussi sur un élément très très important en fait du terroir cambodgien, c'est vraiment la pêche, qui tient un rôle très important dans l'économie du Cambodge et elle emploie près de 2,8 millions de personnes. C'est vraiment hyper important de revenir là-dessus parce que je vous avais parlé vraiment des choses à faire justement au Cambodge et notamment à Siem Reap. Je vous avais parlé du Tonlé Sap. Il faut comprendre que c'est vraiment une zone économique exclusive très importante pour le Cambodge et que ce pays tire vraiment un gros profit justement grâce à ce lac Tonlé Sap pour la pêche. Le Cambodge est le 4e producteur mondial de poissons d'eau douce, donc ce qui est vraiment pas négligeable. La population qui borde le lac est parmi les communautés les plus pauvres du Cambodge. Officiellement, on est à 38% de cette population qui vit sous le seuil de pauvreté. Depuis 1995, un programme gouvernemental vise à avoir une meilleure gestion des ressources naturelles dans cette région du Tonlé Sap en donnant un rôle plus actif aux villages de pêcheurs et de sensibiliser un peu plus toute la population à une gestion durable des lacs, des ressources, mais aussi des déchets, de faire attention à tous ces points-là. Et il faut dire qu'aujourd'hui, maintenant l'aquaculture, elle fait aussi partie de la vie du lac et a permis de diversifier pas mal les espèces présentes dans le secteur. Donc au niveau de la pêche et dans les spécialités culinaires que j'ai pu vous présenter, justement en parlant des différents poissons, on a justement les poissons tête de serpent, qui sont extrêmement utilisés dans la cuisine cambodgienne, mais aussi de nombreuses espèces de poissons-chats, des tilapias, etc., etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Tonlé Sap ne laisse pas indifférent. Moi, en tout cas, j'ai été émerveillée par la beauté, le calme de cette grande étendue d'eau douce. Et c'est vrai que ça vaut vraiment le coup d'y aller pendant la saison des pluies pour voir à quel point la hauteur de ce lac incroyable augmente. Donc vraiment un truc à faire. Alors le truc qui m'a frappée, c'est que c'est la première fois que je découvrais avec Im et les filles un arbre à caoutchouc. C'était vraiment quelque chose, donc ça m'a vraiment marqué. Je me suis aperçue que c'était en vrai la première richesse agricole du pays. C'est dingue. J'ai découvert que c'était vraiment quelque chose d'assez massif au Cambodge. C'était le premier en termes d'exportation et en termes aussi de revenus, quoi. C'est assez dingue. C'est le 11e exportateur mondial de cette ressource, juste derrière l'Inde et devant les USA. L'arbre s'appelle l'EVA et il a été importé dans les années 1920 sous la colonisation par 5 sociétés françaises. L'EVA est d'origine d'Amazonie et se développe maintenant dans le monde entier. Le caoutchouc est fabriqué à partir d'un produit naturel qui est le latex, qui est la résine de l'arbre l'EVA. C'est en réalisant une petite encoche dans l'écorce du tronc de l'EVA qu'on peut récolter ce latex qui ressemble à du lait.
Donc le mot caoutchouc est issu de la langue quechua. Donc cao pour le bois et chu qui veut dire pleurer. J'ai trouvé ça dingue. Faut noter un point super important, c'est que l'exploitation intensive de l'EVA n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Les vastes plantations d'EVA en monoculture entraînent une disparition de la forêt tropicale et de la biodiversité locale, avec les mêmes dégâts bien connus provoqués par les plantations de palmiers à l'huile en Asie du Sud-Est. L'économie du Cambodge connaît une progression rapide depuis le milieu des années 1990, mais malgré cette croissance, le royaume reste dans la catégorie des pays les moins avancés, le revenu par habitant restant encore très bas comparé à ses principaux voisins. Le Cambodge était en 2015 la 108e puissance économique mondiale sur 198 pays, 181 000 km² et ses 17 millions d'habitants. Le royaume khmer a perdu vraiment de sa splendeur historique et est loin d'être considéré comme un grand pays. Cependant, le pays connaît une croissance qui repose principalement sur le bâtiment, le tourisme et l'habillement, qui représentent 45% du PIB. C'est dire que malgré ça, il y a quand même une réalité, c'est que le Cambodge reste un pays pauvre dont les revenus par habitant n'excèdent pas plus de 500 $ par an. Et ce, malgré un taux de chômage de 3,5%, on fait le constat assez triste et évident que les travailleurs restent pauvres. Il y a quand même deux choses à comprendre. C'est qu'il y a beaucoup d'actions et de choses qui sont à faire en fait dans le pays pour améliorer les conditions de vie des habitants. Il y a des opportunités entrepreneuriales de dingue au Cambodge et ça c'est une réalité parce que quand on a effectivement autant de besoins, cela signifie qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont possibles à mettre en place pour améliorer la vie des habitants. Le point primordial pour arriver justement à obtenir une économie qui progresse, c'est vraiment d'élever le niveau d'éducation dès l'enfance. Deuxième point pour moi, c'est de faire de la pédagogie et l'instruction un pôle d'excellence au niveau gouvernemental. Le troisième élément pour moi qui est aussi nécessaire, c'est vraiment de justement être conscient des impacts au niveau écologique. Quatrième point, informer sur l'impact irréversible sur la santé, parce que dénaturer effectivement l'environnement a un impact. Cinquième point pour moi, selon moi, c'est d'informer sur les effets de la pollution plastique et des déchets non biodégradables, se dire que justement ces feuilles de banane qui étaient largement exploitées à l'époque de l'année de naissance de mes parents, mais pendant cette époque-là, ma mère me disait que le seul emballage qui était utilisé, c'était vraiment les feuilles de bananier. Et ce qui m'a choqué quand on est parti avec Imav et les enfants, c'est le nombre incroyable et la quantité de plastique qui du coup a remplacé ces fameux emballages naturels qui étaient légion à l'époque de mes parents, de mes grands-parents. Et puis, dernier point, qui serait d'un impact incroyable, c'est vraiment de créer des business à économie circulaire qui valorisent toute la chaîne d'exploitation du produit et de tendre vers ce zéro déchet. Pour moi, ça me paraît pas être une mission impossible et je vais vous parler très rapidement de la Farming House Mining Gecko qui est située à 80 km au nord de Phnom Penh et qui est un magnifique exemple. Le projet du fondateur, il repose sur 3 piliers, hospitalité, agriculture et éducation. C'est ce qui constitue en fait la base quelque part, enfin de n'importe quelle. Là, on l'a fait à petite échelle avec cette ferme, mais finalement c'est la base de n'importe quelle société. C'est la base de n'importe quel pays finalement. De se dire que si on revient en fait à arriver sur une forme d'autosuffisance, c'est juste une dynamique qui est formidable. C'est-à-dire que on arrive grâce à l'éducation, mais aussi en tendant vers ces valeurs, la culture de la terre, on revient finalement à cette forme d'autosuffisance qui permet d'apporter encore plus de valeur finalement à ses habitants, au territoire. Pour la petite info, d'ailleurs, à Farming Gecko, les salariés de la ferme sont en partie d'anciens habitants des bidonvilles qui sont retournés à la vie rurale. Donc voilà. C'est la fin. On profite encore des derniers instants, on profite de la vue, du calme, le fait que ce soit pas surchargé, ça fait du bien. Et voilà quoi. Alors les filles, qui veut commencer à dire comment t'as trouvé cette site, cette ville, Siem Reap, Battambang? C'était trop bien. En fait, tout était bien. Tout était bien. On a tous adoré. Je pense qu'on a tous adoré beaucoup de choses. Le trajet, en vrai, il était assez long parce que du coup, les routes, elles étaient un peu bancales. Ouais, voilà. Et du coup, on est tous cassés. Et le chauffeur, il a dit, il n'est pas épuisé, il est fort. C'était super. J'ai bien aimé, moi. Il y avait beaucoup de routes, beaucoup d'heures de route. C'était bien? Je suis fatiguée. Fatigant, mais c'était bien. C'était super bien, mais je regrette qu'on ait... En fait, je pense que le programme était trop ambitieux. On a fait trop de trucs en trop peu de temps, en fait.
Et du coup, on n'a pas assez profité, je pense, de chaque endroit. Et ça mérite vraiment de prendre le temps, de prendre le temps de vivre, en fait. De prendre le temps de vivre pour vraiment se connecter mieux à la culture, se connecter mieux aux gens, aux personnes. Parce que j'ai l'impression que j'ai survolé chaque destination. Donc ça, c'est c'est mon passe-temps au cœur. Et surtout les endroits où j'avais ma famille, je pense que j'aurais bien pris plus de temps avec mes tatas, même avec les amis, tu vois, avec Rémi, Julie. Julie, j'ai l'impression que je ne l'ai pas vue du tout. Donc ouais, c'est frustrant parce que tu te dis, tu découvres la beauté des sites et tout, mais tu es finalement tout seul et en speed. Donc enfin tout seul, on est entre nous, mais je pense que c'est quand même mieux d'être avec les gens qui vivent là. Et du coup, c'est mon petit pincement au cœur. Voilà. Et encore, on a enlevé des trucs. C'est pour ça que je dis que c'était super ambitieux. Au module Kiri. Oui, c'est pour ça que je dis que c'était super ambitieux et finalement. C'est l'occasion de revenir. Plus longtemps. Je sais pas quand. C'est ma note, mais en tout cas, oui, ça vaut le coup de venir, ça vaut le coup de découvrir le Cambodge. Nous, en tant que génération franco-khmer, tout ce que tu veux, finalement, ça vaut vraiment le coup de revenir, se connecter à nos racines. Et même finalement aux pays voisins, on s'en fiche, c'est l'Asie en général, ça vaut vraiment le coup d'y aller, d'explorer cette part de nous-mêmes en tant qu'Asiatiques, nés en France, parce que c'est vraiment toute notre richesse et de pouvoir la partager auprès de ceux qui ne connaissent pas et de faire ces passerelles-là, c'est hyper important. Donc ouais, je recommande carrément grave et il faut vraiment revenir. Et j'ai hâte de revenir déjà mieux découvrir le pays juste de naissance de mes parents, mais aussi tous les pays des potes qui se trouvent autour, le Vietnam, la Thaïlande, le Laos. J'ai grave envie d'y aller et il y a d'autres pays qui me donnent envie comme la Birmanie. Et donc du coup, je pense que vraiment le tour du monde s'imposera une année complète. Parce que là, je vais être trop frustrée quoi. Donc voilà. Comme vous l'avez compris, ce voyage m'a enthousiasmée et m'a permis de me reconnecter à mes racines et de permettre à mes filles de s'imprégner également de leur culture d'origine. Cette immersion me fait prendre conscience de la chance que j'ai eue de naître en France, d'avoir grandi dans un pays en paix. Et je pense que cette immersion m'a aussi permis de réaliser à quel point ma culture d'origine est riche et à quel point j'aime aussi la terre de mes ancêtres. Je pense que cette interaction entre mes deux cultures m'a influencée sur le choix inconscient ou conscient de bâtir une entreprise liée à mes origines, mais aussi de contribuer à créer des passerelles entre l'Occident et l'Asie. Cette vidéo clôture cette saga Bubble Fever around Cambodia. Là, je fais une super transition pour la prochaine saga qui justement vous décrira la dynamique autour de ce festival qui est Bubble Fever around Asia à la Foire de Paris. Je vais vous faire immerger en fait pendant ces 12 journées incroyables où toute la team Bubble Fever vous fera voyager autour de l'Asie. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, à lâcher un commentaire et à partager. Voilà, chers amis Bubble Lovers, merci à vous pour votre soutien et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine saga. Ciao!